Salutations à toi, qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Approche. Les murs ont définitivement une mémoire. Ça se repeint, ça s'aménage, ça se maquille pour cacher la misère, mais ce qui se passe en leur sein les marque, imprime quelque chose, laisse une trace dans un entre-deux mystérieux, et parfois, sans vraiment savoir pourquoi, on ressent intuitivement la signature des lieux. En ce qui nous concerne présentement, il s'agit d'un drôle de cri qu'on pourrait presque encore entendre. Flashback, années 40, occupation. Mais on n'est pas dans un documentaire en noir et blanc, c'est la vraie vie là, en couleur, même dans ces temps sombres. Les Allemands sont partout et les Français moyens continuent de mener leur existence dans ce quotidien chamboulé et incertain. Loin des riches faubourgs et des grandes avenues, loin des moulures cossues de la commandantour, marche dans la rue Gégène. Prénom, Eugène, né en 1906. Situation de famille, compliquée. Condamnation, on parle pas de ça. Notre homme est un solide lascar dont la carte d'identité mentionne profession ferrailleur. C'est-à-dire un peu de tout, quoi. Un peu de tout, un peu de rien. Ça bricole, en somme. Et dans cette période particulière, on peut même bricoler des bombes, pourquoi pas. Les explosifs, c'est pas bien compliqué quand t'as compris le principe des réactions. D'ailleurs, puisque c'est la guerre, la nitro, ça se trouve. Enfin, pour qui sait chercher là où il faut. Faut ses entrées, ses contacts. Faut qu'on te connaisse. Et Gégène, on le connaît, justement. Les types Canson le connaissent. Et la justice aussi, fatalement. Mais les nouveaux venus qui font claquer leurs bottes sur le pavé, les derniers et sévères maîtres des lieux, c'est encore autre chose. Gégène est donc avec son frère Gaston à chercher à grailler un morceau non loin de ce qu'on appelle la zone, sur le site des anciennes fortifs. Il connaît sa rade qui nourrit son homme pour pas cher dans le secteur. Chez Louisette, ça s'appelle. Un vieux machin où se produisait la goulue, paraît-il. Avant la seconde, avant les tickets de rationnement et avant tout ce merdier. C'est l'hiver, janvier, il fait un froid de canard, et les deux frères bossent actuellement à la réfection d'un toit pour un mec à qui ils devaient quelque chose suite à un mauvais tuyau sur un canasson qui a rien donné à Longchamp. Alors qu'ils enfilent les rues anthracites, emmitouflés dans leur pelure comme des chrysalides d'insectes de pierre qu'on aurait collé sur la toile d'un impressionniste que même la petite histoire de l'art a oublié, ils discutent de tout, de rien, de ce qu'ils vont bectarès, du froid, du toit. Allez, encore une rue et un angle à braver le climat pour atterrir bien au chaud devant la soupière. Quand tout à coup, deux fels gendarmes en bécane croisent leur chemin et ralentissent à leur niveau. Ça y est, c'est pour nous. C'est ça que dit Gaston. La tension monte d'un coup lorsque les militaires posent le pied à terre. Halte! Ni une ni deux, Gaston calte à toute berzingue, laissant les trois bonshommes entre eux, et les deux Allemands ne cherchent même pas à le poursuivre. Gégène n'est pas surpris. Avec le dossier que traîne son frère et son tempérament bagarreur, vaut mieux qu'il reste loin de ces messieurs en uniforme, déjà pour sa propre sécurité. Lui, en revanche, il la joue détendue. Avec ce genre de contrôle, on ne sait jamais comment ça peut finir, mais il est sûr de lui, il sait qu'il peut embobiner son monde. Évidemment, les soldats lui prennent ses paplards, lui demandent qui était celui qui l'accompagnait et pourquoi il a détalé, ce qu'il fait, qui il est, etc. Mais c'est un contrôle en règle, dans ce contexte où tout le monde soupçonne tout le monde et où l'occupant est payé pour voir le mal partout. Gégène a beau essayer d'endormir les fels gendarmes. Cette fois, ça ne prend pas. Ils sont plus nerveux que d'habitude, ils cherchent quelqu'un. Ils tournaient dans le quartier pour ça, justement. On leur a signalé des résistants qui traînent dans le coin, des gars dont le nom est sur une liste noire. Quelques mots de charabia germano-latin plus tard, les motards l'arrêtent malgré ses protestations. Gégène, c'est un type qui traficote, qui connaît quelqu'un, mais pas un FFF pur et dur convaincu, un qui se cacherait dans les buissons pour tuer du casque à pointe. La vie, c'est déjà bien trop compliqué comme ça, si tu vois ce que je veux dire. La situation s'emballe et reste assez confuse lorsqu'une 15 chevaux noirs déboule du bout de la rue et pile devant le petit groupe. Les portières claquent, trois sondes par-dessus s'approchent de Gégène comme des oiseaux de malheur, et il entend un accent sec et définitif qui dit « Vous venez avec nous ?» Notre Gène est alors engouffré dans l'inquiétant carrosse et s'attend à être ramené à la Carlingue, rue Lauriston, le siège de la Gestapo française. Là, c'est vraiment chaud. Il a plus froid du tout d'ailleurs. Il prend tout ça avec fatalisme, mais reste persuadé en dedans que tout ce petit monde comprendra qu'il fréquente plutôt des cloches que des héros de la résistance et qu'il se trompe de bonhomme. Seulement,
La bagnole ne parcourt pas 500 mètres avant de s'arrêter. On est loin du 16e arrondissement. Et on est même encore dans la zone. La 15 chevaux pénètre dans un grand et poussiéreux hangar qui semble sans activité depuis longtemps. Et sans piper mot, Gégène est débarqué avant d'être attaché sur une chaise au milieu de rien. Dans ce lieu désaffecté, les phares de la tirent en pleine gueule. De quoi bouillir et tenter quelque chose pour sortir de là, mais il continue à se dompter intérieurement en se répétant comme un mantra « Fais pas le con, fais pas le con avec ces cons-là, ces cons dangereux-là, ça va aller. C'est pas toi qui le cherches, ça va aller. » Après un long moment de rien du tout, de silence plus que pesant où les trois silhouettes menaçantes de la Gestapo restent plantées là, immobiles et malaisantes, c'est notre Eugène qui déclenche le truc assez simplement en leur lançant « Alors de quoi s'agit-il? Vous êtes pas sûr ou quoi ?» Parmi les trois, celui qui l'a invité à les suivre, avec l'accent d'outre-Rhin, reste un peu en retrait, dans l'ombre, et c'est avec un accent bien plus familier aux oreilles de notre gonze que l'interrogatoire commence. L'homme le plus près de lui, devant la chaise, dit « Alors garçon, fais voir tes mains, tiens-les droites devant toi. » Gégène est attaché jusqu'à mi-bras, il peut tendre ses mains et s'exécute. Il a compris ce qu'ils veulent voir, vérifier s'il a la bloblotte, s'il tremble quoi. Auquel cas, difficile d'avoir la finesse d'être dans les feux d'artifice. Évidemment. Bon, Gégène tremble un peu, mais pas plus que ça, raisonnablement pour la situation. Et l'autre insiste, fais pas semblant, on va le savoir et tu vas en chier. Gégène répond du tac au tac. Dit, t'es pas de Montreuil, toi? L'autre, casse un peu de foot. Eugène dit, les types que je connais là-bas parlent comme toi, mais ils ont pas l'habitude de faire les basses besognes des SS. Blam! Il s'en mange une en réponse. Et ça, t'as l'habitude? Beaucoup de mecs ont préféré intégrer les rangs de l'ennemi plutôt que de pourrir au mitard toute leur vie. C'est comme ça qu'on croisait régulièrement de purs voyous dans les rangs de la carlingue, la Gestapo française. Des hommes de main qui n'hésitent pas et qu'aucune valeur humaniste ne turlupine plus depuis longtemps. Dans cet endroit où le temps semble s'être arrêté sous la poussière de l'oubli, les esprits s'échauffent, ça s'excite et Gégène persévère. Au bout d'un moment, ça va. Répondre aux questions, pourquoi pas? Mais faut que ça y ressemble à des questions, justement. Et là, on sait pas trop ce qu'ils veulent. Ils lui citent des noms qu'il ne connaît pas, ça insinue, on intrigue, ça prêche le faux pour savoir le vrai, c'est pas clair, ça se chamaille, ils se mangent des coups, bref. On patine dans la semoule et tout s'envenime jusqu'à ce que l'Allemand, resté derrière jusque-là, se lève de la voiture dans laquelle il s'était replié pour regarder la scène comme au cinéma. Il pose délicatement sa veste sur le capot, d'un air aussi précis que sadique, il chuchote. Maintenant, s'il sait, il va parler. Ces deux sous-fifres eux-mêmes se mettent à grimacer et sont limite pas rassurés par les paroles que vient de proférer leur chef. Ça n'annonce rien qui vaille pour Eugène, et logiquement, il se rebelle, tente de se détacher, gueule, leur hurle de lui foutre la paix et autres joyeusetés sur les nazis. Le capot est d'un calme olympien, tout à fait anormal et s'enfonce bizarrement dans les recoins du hangar, doucement. Il en revient quelques minutes plus tard avec un bout de ferraille trouvé là qui porte comme un plateau. Devant Eugène, il ouvre sa main droite et libère une grosse araignée, une tégénère, sur le plateau improvisé. Il fouille dans sa poche et sort un flacon d'essence à briquet avec lequel il trace un cercle autour de l'arachnide. Il enflamme le tout et déclare « Tu entends? Elle est piégée. Elle n'a pas d'issue. Elle crie. Toi, tu vas crier comme ça. » Et effectivement, Gégène n'avait jamais entendu ça, mais un son strident, comme un cri perçant, déchirant, curieux et effrayant est produit par l'araignée qui tourne en rond et voit sa mort en face sans savoir que faire pour y échapper. Le nazi sort alors de ses poches un tas d'autres araignées qu'il a attrapées dans le hangar et les fourre vivantes dans la bouche d'Eugène, en le forçant à ouvrir la mâchoire et en le fixant droit dans les yeux. Eugène suffoque, renvoie, se débat comme il peut, mais le SS s'applique à lui enfoncer dans le nez ce qui ressort par la bouche. Bouillie de pâte d'araignée et suc gastrique. La scène est insoutenable. Et tandis que les deux autres sbires détournent leur regard, leur chef prend un plaisir non dissimulé et s'applique à la tâche. Notre captif est à bout de souffle, ulcéré, plus que dégoûté et écœuré. Il régurgite un maximum de matière afin de cracher violemment au visage de son tortionnaire. Surpris et déstabilisé, il recule. Eugène fait basculer sa chaise et tombe au sol. Et avant que les hommes de main ne se rapprochent, du bout du pied, il envoie valdinguer le plateau de métal encore en flammes dans le bordel de cagettes et de paille stockées contre la poutre la plus proche. Le feu prend immédiatement dans ce vieil endroit à la structure en bois et Gégène parvient à se relever, d'abord avec la chaise au cul, puis il se détache et alors qu'une fumée épaisse et noire a déjà envahi les lieux, balance quelques nions avant de s'esquiver par une porte dérobée, poussant des éléments déjà en train de cramer entre lui et la Gestapo pour qu'il reste bloqué et ne puisse pas le suivre.
Il sort in extremis du hangar qui s'embrasse complètement et dans sa fuite entend les cris de ses bourreaux, piégés, sans issue, cerclés de feu à leur tour. Leur tour de faire le cri de l'araignée.